Donc là, dans cette conférence-là, je vais vous parler, entre autres, du nouveau tableau d'information nutritionnelle. Il y a des changements, mais vous savez, avec Santé Canada, c'est long. Hein? Fait que des fois, on entreprend des changements en 2016, puis là, en 2023, tu dis, bon, ça s'en vient-tu? Il y a toujours des délais. Il y a des délais. Santé Canada va donner des délais, par exemple, à l'industrie alimentaire pour écouler, si on veut, les emballages, puis appliquer les nouvelles recommandations, la nouvelle réglementation. Donc, vous allez voir au fil des prochains mois plusieurs changements. Fait que c'est un des sujets de ma conférence. Je vais vous parler d'organisation, je vais vous faire mettre à l'essai aussi dans le confort de votre foyer quand je vais vous présenter 2 emballages et vous demander lequel est le meilleur. Vous ferez l'exercice à la maison peut-être avec votre conjoint ou votre conjointe, les incontournables du garde-manger et 10 attrapes à l'épicerie parce qu'on se fait attraper souvent. Hein, parce que la décision d'achat, quand tu achètes un produit, elle est très, très, très rapide. Donc, quand tu décides en 15 ou 20 secondes, tu décides sur la base de quoi que tu prends ce produit-là. Tu décides souvent sur des allégations, des logos, ça a l'air santé. Puis après ça, on arrive à la maison, puis là, c'est oups, on se rend compte que c'est peut-être pas si santé que ça. En général, dans les études de consommation, on fait l'épicerie en moyenne à peu près 2 fois par semaine, puis à ça va s'ajouter parfois des visites le week-end dans des fruiteries, poissonneries, là, selon l'accessibilité alimentaire qu'on a à ce type de commerce-là. Je suis vraiment surprise d'apprendre qu'il y a 65 à 80 des décisions d'achat qui se prennent sur les lieux de vente. Fait que ça veut dire que, moi, je dis tout le temps, faites votre liste d'épicerie dans un contexte d'inflation alimentaire fulgurante, comme on vit actuellement. Bien, c'est sûr que si on décide sur le point de vente, ça ne nous aide pas à réduire le coût de notre panier d'épicerie. Donc, pour faire une épicerie santé, une épicerie qui coûte moins cher, puis on veut moins gaspiller aussi, ça prend un plan de match. Puis un plan de match, c'est de planifier ses menus de la semaine, oui, mais avant de partir vers l'épicerie, de vérifier ce qu'on a encore dans le garde-manger, dans le frigo, parce que le gaspillage alimentaire, c'est ça qui fait que ça coûte cher. J'ai été hyper surprise encore ici de voir qu'en 2022, la famille canadienne moyenne de 4 personnes, donc un ménage de 4 personnes, jette pour 1 000 $ d'aliments par année. Donc, c'est vraiment beaucoup, 1 000 $. On sait que ça peut tout changer quand on a un budget serré. Bien, 1 000 $, c'est du gaspillage alimentaire parce qu'on a acheté trop de légumes, on ne les a pas mangés. On a acheté des produits proches des dates de péremption, on a fini par les jeter. En passant, les dates de péremption, c'est un autre dossier. Vous savez qu'on peut très, très bien étirer la plupart des produits comme les œufs, le yogourt, il y a des produits, le fromage, qui ont vraiment une durée de vie qui est beaucoup plus longue. Donc, pour une épicerie santé que ça coûte moins cher, on fait sa liste d'épicerie, on fait le repérage de ce qu'on a avant de partir à l'épicerie. On ne fait pas l'épicerie le ventre vide. On sait qu'il y a plein autour des caisses, il y a toutes sortes de tentations. On essaie de rester fidèle à sa liste, puis bien sûr de suivre les rabais du patron, les circulaires. C'est toujours des façons de faire des aubaines. Les soldes, c'est souvent des produits qui vont être proches. Bon, on a les soldes qu'on appelle, j'ai plusieurs produits en épicerie, là, on fait un calendrier promotionnel 1 an d'avance. Donc, moi, je sais déjà ce qui s'en vient partout dans mes 800 points de vente en termes de rabais. Donc, ça, c'est décidé d'avance. C'est des rabais qu'on fait, qu'on a, par exemple, 50 sous ou 1 $ de rabais sur notre produit. Et puis ça, c'est fait selon les chaînes. Mais il y a aussi les rabais dernière minute où on va mettre un rabais. Souvent, les représentants vont coller un rabais sur le produit parce que les dates approchent. Mais là, quand même, posez-vous la question, est-ce que je suis capable de consommer ce produit-là dans le délai requis? Si oui, par exemple, il y a des produits qu'on peut étirer comme du yogourt, on le sait, mais dans d'autres cas, comme des produits avec de la viande, des produits carnés, on ne peut pas vraiment étirer, des produits avec du poisson, des fruits de mer. Donc, se poser la question pour réduire le gaspillage alimentaire.
Des aliments économiques, les fruits et les légumes. Vous savez, les fruits et les légumes surgelés, c'est d'excellents dépanneurs dans un contexte économique où on est plus serré. Les légumes et fruits de saison, les légumes racines, c'est beaucoup moins cher. Le chou, les carottes. C'est correct de vouloir manger du brocoli puis du chou-fleur. J'adore ces légumes-là. Mais dans un contexte où souvent sont beaucoup plus chers, bien, de se tourner vers des produits plus économiques, ça peut faire une grosse différence, surtout si on a une grande famille à nourrir. Les légumes et fruits congelés sont surgelés dès la cueillette. Il y a un blanchiment qui se fait dans le cas des légumes. Fait qu'on va perdre un petit peu de vitamine C notamment, qui est la vitamine la plus fragile, mais on conserve quand même une excellente valeur nutritive. Puis entre, par exemple, un légume qui a été cueilli en Californie, qui a voyagé, qui a été cueilli avant pleine maturité parce qu'il y a beaucoup de transport à faire, puis on veut le protéger, on ne veut pas qu'il soit trop mûr. Bien, si on compare la valeur nutritive avec un légume surgelé, souvent, elle est comparable. Les protéines végétales, moi, je suis fan. Vous savez, si vous me connaissez, je suis flexitarienne, donc je suis presque végé. Donc, ça veut dire que si j'ai le choix, puis j'ai un buffet, je vais toujours prendre du végétarien. Par contre, si on me sert, ma belle-mère, elle me fait un filet de porc, je vais le manger. Donc, je suis extrêmement facile à recevoir. Je mange de tout, mais je suis sensiblement orientée vers le plant-based, donc tout ce qui est produit d'origine végétale, j'adore ça. Et puis, évidemment, on a plein de bénéfices, mais c'est surtout plus économique. Je ne sais pas si vous connaissez la PVT, la protéine végétale texturée, surtout si on l'achète en vrac, c'est vraiment, vraiment économique. Donc, dans son assiette, on veut un peu de tout, des fruits variés, le plus de couleurs possible, des sources de vitamines, d'antioxydants, les légumes le plus possible. On devrait manger 10 portions de fruits et légumes par jour. Ça a l'air énorme, là, mais ça se fait très bien. Et dans toutes les études épidémiologiques, entre 7 et 10, c'est vraiment le nombre de portions qui est associé le plus à la réduction du risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Donc, on tend vers la fourchette du haut et puis on essaie d'avoir le plus de couleurs possible dans son assiette. Couleur égale pigment, égale composé phytochimique, égale composé avec des propriétés très intéressantes pour la santé, réduction du risque de maladie aussi. Dans les boissons végétales, je parle du lait. Moi, personnellement, je ne suis pas contre le lait. C'est sûr qu'il y avait, il y a eu un gros lobbying autour du lait, puis c'était passé, ils veulent en prendre 2, voire 3, voire 4. Moi, je pense qu'il faut varier son alimentation. Ça va être un conseil qui va revenir beaucoup. Il faut manger du poisson. Si on mange toujours le même poisson, on peut être plus contaminé au méthylmercure. Donc, il faut varier. La variété dans l'alimentation, c'est un must, tant pour son microbiote que pour le large spectre de vitamines, de minéraux qu'on peut aller chercher en variant. Avec Éric, hier, on parlait de l'importance des noix dans son quotidien. Bien, il faut varier les noix parce que chaque noix a sa force. Les amandes, c'est le calcium. La noix de Grenoble, les oméga-3. La noix du Brésil, le sélénium. Les arachides, on a du resveratrol. Il y a des forces dans chaque produit. Donc, la variété est gage de santé. Puis, c'est le cas pour les légumes. Donc, d'essayer une large variété de légumes. Dans le cas des protéines, bien, on essaie d'avoir des repas végétariens, peut-être 2 à 3 par semaine. Et puis de varier les produits céréaliers, là, pas juste du blé, là, du sarrasin, du quinoa, qui est une pseudo-céréale de la famille de la betterave, mais qui est très protéinée. C'est quand même intéressant d'avoir du quinoa dans son assiette. Noix et graines, c'est un must. On parle d'en manger tous les jours. Les gens qui mangent des noix et graines chaque jour réduisent le risque de maladies cardiovasculaires de 25 %. Et Éric, me semble, te dit allonger la longévité de 5 ans avec les noix et graines. Oui, avec les noix particulièrement. Oui. Une poignée de noix tous les jours, 50 plus d'espérance de vie. 50 plus d'espérance de vie, c'est incroyable. Donc, il y a de la vitamine E, on a des fibres, mais au-delà de ça, il y a toutes sortes de composantes hyper intéressantes, des phytostérols, toutes sortes de composantes qui sont très bénéfiques. Une petite poignée, moi, je suis toujours un quart de tasse à une demi-tasse. Ça dépend si vous êtes dans une démarche de perte de poids ou pas, parce que, il y a quand même plus de calories. On ne s'assoit pas avec le pot de peanut devant la télé, là. Mais une poignée, en perte de poids, c'est les doigts fermés.
Fait que moi, j'ai comme 16 amandes qui rentrent dans ma main. Tu sais, ça serait une bonne portion, par exemple. Puis c'est sûr que si on est sportif et on a un bon métabolisme, on peut quand même aller plus que ça. Dans le cas d'allergie, ben les graines, là, c'est wow, là, la graine de citrouille, la graine de tournesol, la graine de chanvre, la graine de caméline, qui est une graine ici avec beaucoup d'oméga 3, beaucoup de vitamine E. Il y a un impact sur le cholestérol sanguin, puis sur l'oxydation du cholestérol aussi. Il y a des études, des essais cliniques qui ont été sortis. En fait, sur l'ensemble des noix, même les pistaches, on a des essais cliniques sur les pistaches en lien avec la chute du LDL cholestérol, donc le mauvais transporteur de cholestérol. De toutes les légumineuses sont toutes bonnes, encore là, la variété. Les fèves edamame, j'aime bien, notamment pour la femme en périménopause. Elle contient des phytoestrogènes, donc une composante végétale à l'action estrogénique, mais en fait, faible action estrogénique. Là, c'est 100 fois plus faible que l'estradiol qu'on a, mesdames, en circulation. Donc, mais quand même intéressant d'avoir des phytoestrogènes dans son alimentation parce que les phytoestrogènes ont une action à la fois estrogénique et anti-estrogénique. Donc, on a vraiment le meilleur des mondes. On a les lentilles que j'aime beaucoup, pas besoin de trempage, très économique, hein? D'ailleurs, les légumineuses en vrac, beaucoup moins chères que les légumineuses en conserve qui, en passant, sont déjà pas chères, mais si on veut économiser un peu plus, allons-y avec les légumineuses en sachet. Si on parle un petit peu maintenant tableau d'informations nutritionnelles, bon, vous allez voir qu'il y a une grande révision du tableau. On a dit tout va être effectif en 2021. Là, on est en pleine pandémie, puis on a dit, bon, là, l'industrie alimentaire a dit, on est en pandémie, on arrache, notre chiffre d'affaires est en baisse. Ça dépend des secteurs d'activité, bien sûr. Le marché en ligne a une croissance phénoménale. On veut avoir un délai supplémentaire. Donc, Santé, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a dit, OK, nous, on va commencer à valider l'étiquette là, en décembre 2022 puis décembre là, 2023. Fait que c'est en cours. Fait que vous allez voir de plus en plus. Puis c'est drôle parce que j'étais en repérage à l'épicerie puis il y en a encore plein qui ont encore l'ancien tableau. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur un paquet? Là? On achète un produit. Là, souvent, bien, comme je disais, peut-être vous attardez juste sur le devant de l'emballage, mais il y a plein d'informations sur le produit. Il y a des informations qui sont obligatoires. Il y a des informations après ça qui sont optionnelles. Donc, on peut décider de mettre des allégations nutritives, des allégations de santé, mais il y a des choses qu'on doit absolument mettre comme les allergènes, bien sûr. Donc, tu as la liste d'ingrédients qui est obligatoire, sauf, bon, pour des produits en vrac, bien sûr, les fruits, les légumes, il n'y a pas de liste d'ingrédients. Au niveau du tableau de valeur nutritive aussi, ça a changé, j'arrive là-dessus. Il y a un nouveau symbole nutritionnel sur le devant des emballages qui s'en vient. Je pense qu'il y a une faute. Oui, il y a une faute à symbole, j'aurais dû ajouter un E. Puis les allégations. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, sur la liste des ingrédients, les sucres sont regroupés. Donc, avant, par exemple, vous aviez une barre-tendre, puis que dans la barre-tendre, il y avait peut-être du glucose en deuxième position, puis un peu plus loin dans la liste d'ingrédients, il pouvait y avoir de la mélasse, puis un petit peu plus loin du fructose. Puis on avait comme faussement l'impression, parce qu'on dit, bon, les ingrédients sont en ordre décroissant, donc on avait faussement l'impression qu'il y avait peu de sucre. Maintenant, les sucres sont tous regroupés. Donc, mélasse, cassonade, sucre, c'était disparate dans la liste, c'est tout regroupé. Donc, ça pèse beaucoup plus en termes de poids par rapport au poids total de l'ingrédient. Donc, on va voir le sucre en premier dans la liste de plusieurs produits alimentaires maintenant qu'on avait l'habitude d'acheter. Ça, c'est bon et c'est pas bon. Je vais vous donner un exemple. Bien, c'est bon. En général, je suis ravie. Moi, j'ai des boules d'énergie ici. Dans ma boule d'énergie, je n'ai pas de sucre. Dans mes boules d'énergie, je n'ai pas de sucre raffiné. C'est des dattes. Mais les dattes en purée sont considérées comme du sucre. Donc, dans mon premier ingrédient, je vais avoir sucre, puis entre parenthèses, dattes. Fait que ça, c'est sûr que pour le consommateur, il dit « Oh mon Dieu, Isabelle Huot, elle a le sucre en premier dans la liste d'ingrédients. » Oui, c'est une boule d'énergie. J'ai des dattes, donc j'ai des fruits séchés. Et
c'est considéré comme du sucre. Le sucre est en tête de liste. Par contre, quand j'ai un produit comme ça ici, qui est une barre tendre ou un biscuit, puis que moi, si j'ai une barre tendre ou un biscuit, ben je m'attends à avoir de l'avoine ou un grain céréalier en tête de liste. Là, j'ai le sucre en premier. J'aime moins ça. Autre bonne nouvelle, avant, on voyait dans la liste d'ingrédients uniquement le mot colorant. Fait que je voyais, par exemple, j'ai du colorant. Maintenant, on doit spécifier le type de colorant. Si vous avez lu mon article dans le Journal de Montréal, je viens de faire un article sur les colorants et ma méfiance des colorants artificiels en lien avec certains types de colorants, dont la tartrazine, le rouge allura, le bleu brillant. Il y a beaucoup de colorants qui sont permis au Canada, mais interdits dans la communauté européenne. Fait que déjà, là, ça soulève un doute. Puis quand on cherche un peu plus dans la littérature, on dit « Oh, c'est permis par Santé Canada », mais il y a eu quand même des études où on a soulevé un lien avec l'hyperactivité des enfants, un lien avec le TDAH, un lien avec certaines conditions inflammatoires. Et pour moi, ça pose un risque. Donc, ça fait 20 ans que j'ai une chronique à Salut Bonjour, mais ça fait 30 ans que j'ai des chroniques dans les médias où même il y a 30 ans, je disais toujours, lisez votre liste d'ingrédients. On la veut la plus courte possible. Aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. Fait que moi, quand je vois de la tartrazine, qui a des études avec l'hyperactivité des enfants, puis on dit oui, bien, l'hyperactivité, c'est le sucre dans le produit. Bien, il y a le colorant qui interagit beaucoup plus que le sucre sur l'hyperactivité. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que moi, si je vois ça, ça ne m'intéresse pas et puis je vais me tourner vers un autre produit qui peut avoir un colorant naturel issu de la betterave, issu du curcuma. Fait que quand on va chercher du colorant dans le curcuma, on va avoir le jaune. Et puis, on sait que le curcuma a des propriétés aussi anti-inflammatoires. Fait qu'on aime mieux ça que de voir de la tartrazine ou encore le jaune citrin. Ensuite, bien là, c'est le même exemple. J'en ai un exemple. Avant, on voyait farine, mélasse, shortening. Shortening, on n'aime pas ça. Hein? Des gras trans et saturés, cassonade, œufs liquides, sucre. Fait que ça me semble une galette, par exemple. Et là, on voit sucre, farine, shortening. Fait que moi, si je vais à l'épicerie que je vois ça d'emblée, ben je me dis, cet aliment-là ne ressemble pas à une galette que je ferai à la maison où je mettrais plus d'avoine, moins de sucre. Maintenant, moi, je cuisine beaucoup avec les dattes, justement, des purées de dattes, du sucre de date, de la compote de pommes. Souvent, je vais mettre des fruits séchés au lieu de mettre du sucre. Donc, voilà. Et on voit vraiment les textes en noir. Donc, on a vraiment amélioré quand même plusieurs choses, que ce soit plus lisible. Quand vous voyez contient, ce contient, là, ça veut dire c'est les allergènes. Donc, les allergènes obligatoires, on doit les mentionner. C'est souvent les enfants. Souvent, il y a beaucoup, je pense à moi, là, j'avais 13 allergies quand j'étais jeune. Multi-allergique, multi-eczéma, dermatite atopique, rhume des foins, vraiment un terrain très fragile. Et j'ai été allergique à 13 aliments. Toutes mes allergies ont disparu vers l'âge de 7-8 ans. Le lait, les tomates, les noix, j'étais allergique à tout ça. Puis m'est restée mon allergie mortelle, là, l'allergie aux poissons. Donc, malheureusement, je suis allergique aux poissons, mais quand on voit contient, ça veut dire qu'on a les allergènes présents et quand on voit peut contenir, ça veut dire qu'il y en a dans l'usine. Fait que là, ça dépend de vous et ça dépend de la sévérité de l'allergie ou de l'intolérance. Par exemple, si vous êtes vraiment cœliaque, toute trace de gluten est vraiment toxique puis va attaquer la membrane de l'intestin. Fait que ça prend vraiment même de l'avoine qui est certifiée sans gluten. Il faut vraiment aller jusque-là parce que vous n'avez pas le choix. Si vous avez une hypersensibilité au gluten non cœliaque, 3 à 6 de la population, souvent, vous pouvez tolérer des traces de gluten. Fait qu'à ce moment-là, on va être moins sévère. S'il y en a dans l'usine et qu'il n'y en a pas dans l'aliment, ça passe. J'ai une cliente qui a appelé tout à l'heure, elle est mortellement allergique aux noix. Donc, dans ma barre, je n'ai pas d'arachide, pas de noix.
Il n'y en a pas dans l'usine. Et ça, c'est vraiment important parce que chaque fiche technique est analysée en détail, puis on s'assure qu'il n'y a aucune trace d'allergène. Un employé ne peut même pas apporter une barre, par exemple, en collation qui va avoir des noix. Il n'y a aucune trace d'allergène dans l'usine. Donc, les sulfites, maintenant, qui sont obligatoirement déclarés. Les sulfites, c'est les gens qui sont hypersensibles aux sulfites. Ça peut amener certaines migraines chez certaines personnes. Puis le gluten, ben c'est ça, c'est à la fois l'hypersensibilité et la maladie cœliaque là, qui doivent exclure le gluten. Ce qu'on veut dans une liste d'ingrédients la plus courte possible, on veut éviter le sucre, du moins dans les 3 premiers ingrédients, le plus loin possible dans la liste. Et puis, ben, des mauvais gras, du shortening, de l'huile de palme, de l'huile de palmiste, puis le moins d'additifs possible. Et là, j'avais un débat là-dessus dans ma chronique radio avec Sophie Durocher cette semaine parce que on veut un produit qu'on garde longtemps, mais on veut aucun additif. Fait qu'on a une question à se poser aussi comme consommateur. Là. Je veux mon produit le plus clean possible. Est-ce que je suis capable de le manger en 3 jours? Parce que si on n'avait aucun additif, quel qu'il soit, il n'y aurait pas de conservation sur nos produits. Fait qu'il faut trouver un compromis, puis il faut que les équipes de recherche et développement se mettent en branle pour trouver des alternatives. Puis on le fait pour les nitrites. C'est possible, mais ça prend beaucoup d'argent pour développer des colorants naturels que la couleur est stable. Exemple, je suis après développer un produit alimentaire super le fun, j'ai hâte de vous le présenter. Puis, je ne veux pas de colorant. Fait que je travaille avec justement du curcuma, des algues, de la spiruline, bref, pour donner une belle couleur. Mais le produit n'est pas stable. Fait qu'une fois qu'on l'expose à l'oxygène, ben, mon beau produit qui était super belle couleur, il devient super fade. Ben, allez-vous le consommer s'il est comme ça? Fait que nous aussi, on a un rôle à jouer. On veut des produits naturels, mais il faut l'assumer. Par exemple, dans ma tartinade au chia, qui n'a pas de sucre, qui est extraordinaire, ben, j'ai pas de colorant. Fait que ma fraise va s'oxyder un petit peu, puis elle devient comme moins rouge pétante. Puis là, il faut l'accepter comme ça, tu sais. Fait qu'il faut accepter qu'un produit est un petit peu moins stable dans le temps. Pour vous dire à quel point la liste d'ingrédients est importante, regardez ici, à gauche, ça, si on dit, ah, je mange ça comme des chips un peu, là, tu sais, c'est pas vraiment meilleur que des chips. On va vous dire pourquoi. Parce que dans des chips, la liste d'ingrédients, c'est pommes de terre sélectionnées, huile et sel. Tu sais, c'est comme à peu près tout. Puis là, j'ai comme la super longue liste d'ingrédients. J'ai, bon, toutes sortes d'additifs, acétate de sodium, matière sèche de sirop de maïs, bon, du acide malique, acide lactique, bon, arôme artificiel. Tu sais, j'aime vraiment moins ça. À côté, je comprends là, que c'est peut-être pas le même plaisir gustatif, là. J'ai des galettes de riz bien plates, là. Mais la liste d'ingrédients, c'est riz brun à grains entiers. Ah! Ça me parle. Même pas besoin de regarder le tableau de valeur nutritive. Fait que tout ce qui donne le goût des chips, j'ai fait une chronique à Salut Bonjour là-dessus. Tu sais, genre, on achète c'est comme des craquelins de chips, il y en a plein sur le marché. Puis on a faussement l'impression que c'est mieux que des chips. Les chips, la portion de référence de Santé Canada, là, la loi sur les aliments et drogues, c'est 50 grammes. Fait que grosso modo, des chips, c'est 250 calories pour 50 grammes. Tout ce qui est craquelin de chips, on dit on a bonne conscience, mais le tableau est présenté pour 20 grammes. Faites l'exercice de ramener votre 20 grammes sur 50 grammes pour comparer des pommes avec des pommes. Puis vous allez voir vos 4 craquelins, là, chips, à côté des chips, là, à côté des Crispy Mini, justement, il y a plein de sortes, là. Bien, c'est bien plus salé que des chips. Oui, ça va être 220 calories au lieu de 250, mais tu sais, on a plus de sel, on a plus d'additifs. On n'est pas gagnant. On n'est vraiment pas gagnant. Ici aussi, c'est pour montrer, bon, là, j'ai un produit bien populaire, j'ai mon sucre glucose-fructose en deuxième place. Évidemment, le tableau n'est pas changé encore. Fait que vous allez voir que ma mélasse dextrose, le sucre va probablement tomber en première place.
Puis là, quand vous regardez votre liste d'ingrédients ici, votre tableau de valeur nutritive, je vais revenir ici, on voit qu'on a 13 grammes de sucre. Ça veut dire quoi, 13 grammes de sucre? Dites-vous qu'une cuillère à thé de sucre, c'est 4 grammes de sucre. Donc, j'ai 3 cuillerées à thé de sucre dans mon sachet. C'est toujours important d'aller voir quelle est ma portion de référence. Ça, c'est pour un sachet de 40 grammes. Fait que si je prends mon sachet, je viens de prendre 3 cuillères à thé de sucre ajouté. Ce n'est pas du sucre qui vient des fruits, c'est du sucre ajouté. L'OMS me dit qu'idéalement, je ne dépasserais pas 6 cuillerées à thé de sucre ajouté par jour, l'équivalent de 25 grammes. On pourrait aller jusqu'à 50, mais on dit 6, ça serait mieux. Fait que, bref, entre 6 et 12, là, entre 25 et 50 grammes de sucre ajouté par jour, qui inclut le sucre des jus de fruits. Je fais juste manger mon petit sachet de galettes et j'ai déjà 3 sur le 6. Je n'ai rien mangé d'autre encore. Voyez-vous, ça va très, très vite. Donc, 4 grammes de sucre, un sachet de sucre. J'ai de l'huile de palme modifiée en plus, l'huile de palme, bon, fait que c'est un produit qui reste très transformé. Fait que oui, le sucre, puis il y a plein de noms pour le sucre, le glucose, jus de canne, du miel, du saccharose, sirop de maïs, sirop de riz brun, sucrose. Fait que tout ça, ça finit en hausse, ça veut dire qu'il y a du sucre. Et il y a tous les édulcorants aussi, parce que souvent, ça va être écrit, par exemple, sans sucre ajouté, mais il y a des faux sucres, des édulcorants qui entretiennent le goût du sucre, déjouent le cerveau qui dit « Oh, j'aurai une livraison de sucre dans le sang. » Non, il n'y en a pas pantoute. Donc, après, j'ai comme une rage pour des aliments qui apportent du vrai sucre. Et plusieurs des édulcorants, dont le sucralose, l'acésulfame, potassium, l'aspartame, jouent de façon défavorable sur le microbiote, l'équilibre du microbiote. Il y a même l'OMS qui a dit « l'aspartame, le 14 juillet dernier, est peut-être cancérigène ». Donc, il est dans le groupe 2B. Il y a différentes classes qu'on établit si un produit est cancérigène ou pas. C'est pas comme l'alcool, mettons, qui est dans le groupe A. C'est pas comme les nitrites non plus, mais c'est peut-être. On soulève des doutes parce qu'il y a quelques études chez les animaux notamment. Fait que ça, les édulcorants. Puis j'ai mis d'autres noms aussi pour le sel, parce que le sel est fortement corrélé à l'hypertension artérielle aussi. Puis, bon, des bisulfates de sodium, des citrates de sodium, des benzoates de sodium, c'est signe qu'il y a du sodium. Puis les agents de conservation, c'était mon article dans le journal aussi. Vous allez voir, j'ai fait une série sur les additifs parce qu'il y a 550 additifs qui sont permis par Santé Canada. Pour moi, c'est beaucoup trop. Ça devrait être une priorité de s'enligner vers des additifs beaucoup plus naturels parce que oui, ils sont acceptés, sont permis dans des doses, tout ça est réglementé, oui, puis on le permet de le mettre pas dans tous les produits non plus, dans certains types de produits pour freiner un petit peu la consommation. Sauf que, comme je vous disais, pourquoi certains additifs sont permis ici puis interdits ailleurs. Donc, les additifs sont très nombreux. Ça, c'est un yogourt sans gras, sans sucre ajouté, trompeur, parce que dans la liste d'ingrédients, on a du sucralose. Puis regardez la liste d'ingrédients. Moi, en général, je suis contre les aliments légers. Parce que qui dit léger, tu sais, léger en gras plus sucré, léger, quand on enlève des choses, on doit modifier la texture. Il y a souvent plus d'agents épaississants. Dans le cas, si on a retiré du gras ou on enlève du sucre, mais là, dans ce cas-là, j'ai du sucralose. Là, on met vous allez voir, ça change. On met 16 mg par portion parce qu'une dose journalière acceptable pour chacun des édulcorants en fonction du poids corporel. Et on met le rouge allura qui est aussi controversé. Fait que pour moi, d'avoir un yogourt, on le voit qu'il y a 45 calories, je vois peu d'intérêt. Moi, j'aime mieux prendre un yogourt qui a 100 calories, qui me soutient davantage, qui a une belle liste d'ingrédients. Voyez-vous ici, j'ai arômes naturels et artificiels. Donc, ceci dit, il y a des photos que j'ai prises pour monter la conférence que c'est peut-être en train d'être changé. Donc, peut-être, allez vérifier ce produit-là, il a peut-être changé avec la nouvelle réglementation.
Bon, les édulcorants, ça a changé aussi, puis ça, je trouve ça dommage. Avant, on indiquait sur le devant de l'emballage avec aspartame. Quand je vous ai dit que la décision d'achat se prend en 15-20 secondes, moi, quand je vois ça, je ne prends pas le produit. Maintenant, il faut travailler plus fort. Il faut aller voir les ingrédients et c'est là que je vais retrouver mon aspartame. Puis en plus, on a retiré le nombre de milligrammes de succédanés d'édulcorants. Bon, c'est sûr que les gens ne faisaient peut-être pas le calcul, mais moi, je le faisais. Genre, je l'ai fait pour plusieurs chroniques, là, de calculer la dose journalière acceptable en aspartame, par exemple, avec un poids de 60 kg, 70, 80 kg. Mais bon, ça, le nombre de milligrammes n'apparaît plus. Donc, bon, puis là, on met l'aspartame contient de la phénylalanine. On sait qu'il y a une condition génétique de gens qui ne tolèrent pas l'aspartame, mais pour moi, l'indication devrait être plus sévère que ça, considérant que l'OMS a émis un avis d'un potentiel cancérigène. Donc, oui, ils apparaissent dans la liste, allez voir la liste, mais bon, ça, je vous ai fait un petit résumé sur la diapo précédente. Au niveau du tableau, qu'est-ce qui a changé? Bien là, on a rajouté une tasse 250 ml. On met la portion plus de l'avant. On a uniformisé les portions aussi dans les différentes groupes alimentaires, catégorie boulangerie, entre autres. Voyez-vous, la vitamine C et la vitamine A sont disparues. Santé Canada a jugé qu'on n'avait pas de déficit dans notre population dans ces vitamines-là. Et ils ont rajouté le potassium, sachant que c'est un minéral hypotenseur. On sait que dans la diète DASH, entre autres, qui est un type d'alimentation qui réduit la tension artérielle, c'est quand même significatif, c'est probant comme résultat. C'est une alimentation qui est limitée en sel, riche en calcium, magnésium, potassium. Et bon, donc suite à cette étude-là, on a rajouté le potassium, le jugeant comme un minéral clé pour la santé de la population. Moi, j'aurais aimé qu'on trouve le magnésium, j'aurais aimé qu'on trouve bien des choses parce qu'on sait qu'on a souvent des carences en magnésium. On a rajouté un pourcentage pour le sucre qu'on n'avait pas avant. Mais encore là, les États-Unis font vraiment mieux que nous parce que 22 eux autres, ils ont calculé qu'on ne devrait pas dépasser 100 grammes de sucre dans notre journée. Je vous l'ai dit, l'OMS, c'est entre 25 et 50 grammes. Eux, dans le sucre, le 100 grammes fait référence au fait qu'on consomme du sucre, bon, à travers les fruits et tout ça, mais c'est difficile pour un consommateur de s'y retrouver. Moi, j'aurais aimé mieux qu'on travaille comme le fait le FDA aux États-Unis, avec vraiment les sucres en pourcentage par rapport aux recommandations de l'OMS. Là, on a, bon, les calories en gros, mais pour moi, les calories, c'est beaucoup moins important que plein d'autres facteurs. J'aime mieux un produit qui a plus de calories, mais qui est plus santé, qui va plus soutenir, qui a plus de protéines, qui a plus de fibres. Donc, ici, le fait de mettre les calories en gros, ben, plus ou moins intéressant. Puis les pourcentages, c'est quoi? Bien, c'est le pourcentage soit des recommandations. Par exemple, dans le cas ici, bon, j'avais la vitamine C 120 par rapport aux recommandations, le potassium 10 le calcium 2 par rapport aux recommandations de 1000 mg. Le fer 0 donc c'est toujours par rapport aux recommandations nutritionnelles ou par rapport à l'apport maximal qu'on veut tolérer dans une journée. Dans le cas du sodium, je vais vous donner d'autres exemples plus loin, ça va être par rapport au maximum de 2300 mg qu'on ne devrait pas dépasser dans une journée. Donc, voilà, ça résume ce que j'ai dit. On a retiré, j'ai oublié quelque chose. Bien, les notes en bas de page. Donc, en général, ça, il y a des exceptions, mais quand on voit 5 et moins, ça veut dire que c'est peu. Puis 15 et plus, c'est beaucoup. Donc, ça permet d'avoir un aperçu rapide, les pourcentages. Par exemple, je suis hypertendue, puis que je vois le produit, il y a genre les soupes du commerce, poulet et nouilles, puis que je vois qu'il y a 60 de l'apport maximal en sel pour la journée, j'ai « Oh, ça ne marche pas, là. J'ai juste pris une soupe, j'ai 60 ». Fait que ça vraiment de faire vraiment un petit tour très rapide. Fait que 5 et moins, c'est peu.
15 et plus, c'est beaucoup. Puis, on leur a ajouté un petit rappel là, dans le bas du tableau d'information. Les gras, on sait que c'est les gras saturés et trans qui sont les moins sains. Puis encore là, les saturés, ça dépend quel type de gras saturé parce qu'il y en a plusieurs. Mais chose certaine, c'est les deux types de gras qui sont mis de l'avant. C'est les deux qui peuvent augmenter le LDL, cholestérol notamment. Les fibres, on en veut le plus possible. On sait qu'au Québec, on consomme en moyenne, quoi que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'enquête populationnelle, mais à peu près 15 grammes de fibres. On devrait en consommer entre 25 et 35 grammes. Même les experts du microbiote disent 50 grammes, ça sera encore mieux pour nos bons micro-organismes dans l'intestin. Donc, ça, c'est très aidant d'aller voir la quantité de fibres qu'il y a sur les produits. Fait que si vous avez à choisir, moi, je dirais fibres protéines. Si vous avez des conditions de santé particulières, hypercholestérolémie, diabète, bien sûr, bien là, on va s'attarder à autre chose. Tu sais, une personne diabétique va regarder la quantité de glucides totaux, moins les fibres, pour voir quel est l'impact des glucides sur la glycémie. Donc, les lipides, on en a parlé, les sucres, puis le sel, bien sûr, si on fait de l'hypertension. Vous savez que 77 du sodium consommé dans une journée provient des aliments transformés du commerce. Fait que c'est pas la salière, là. Si vous dites, ah, ben moi, je mets pas de sel, c'est pas ça qui compte. C'est vraiment ce que vous achetez à l'épicerie qui fait toute la différence. Voilà ce qu'on veut le plus possible, bien, vitamines, minéraux, protéines. Au niveau des lipides, si vous me dites encore une fois, comment je fais pour voir s'il y a beaucoup de lipides? Bien, 4 grammes de lipides, c'est un carré de beurre. Fait que si j'ai 12 grammes de lipides dans mon produit, bien là, je dis, OK, j'ai 3 carrés de beurre dans ma portion différente, dans ma portion de référence. Mais là, c'est du bon gras, c'est du mauvais gras. C'est sûr que si je mange des amandes, il y a beaucoup de gras. Si je prends des barres tendres avec essentiellement des noix dedans, il y a beaucoup de gras, mais c'est du gras des noix. Fait que c'est du bon gras. Fait que si je prends une canne de sardines, j'ai beaucoup de gras, mais c'est des bons gras oméga 3, le macro aussi. Donc, c'est là où il faut aller plus loin et voir la qualité. Bien, en termes de quantité, dites-vous qu'un carré de beurre, c'est 4 grammes. Fait que quand vous me voyez dans mes chroniques à mettre des carrés de beurre, des carrés de sucre, c'est comme ça que je fais mon calcul. 2300 mg de sodium, et c'est une cuillère à thé de sel, si on veut l'imager. Puis le petit carré de sucre, là, je l'ai évoqué tantôt. Si je prends un repas, par exemple, si je veux un repas, bien là, ce que je veux, ce que moi j'ai développé notamment avec ma gamme, 15 grammes de gras et moins. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup les bons gras de type l'huile d'olive. Éric en parle souvent. Il y a toutes sortes de bonnes composantes dans l'huile d'olive. J'ai étudié beaucoup l'huile d'olive. J'ai eu la chance d'aller en Italie à l'Université de Perugia qui ont un cours d'une année, je pense, sur l'huile d'olive. J'ai suivi plein de cours. C'est vraiment super formidable. Tout ce qu'on peut apprendre sur l'huile d'olive, sur la dégustation, mais sur tous les composés phytochimiques qu'on trouve dans l'huile d'olive également. C'est sûr qu'on a des bonnes huiles au Québec. Là, je parlais de l'huile de caméline tout à l'heure. J'ai reçu le Pré-Rieur hier, qui est une belle entreprise qui fait des belles huiles de tournesol, mais riches en acide oléique, comme dans l'huile d'olive. Fait qu'on a vraiment un profil monoinsaturé. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Donc, dans un repas, si j'achète un repas prêt à manger, je veux 20 à 30 grammes de protéines. On sait que les protéines contribuent à la satiété. Permettent, surtout en vieillissant, d'éviter un phénomène qu'on appelle la sarcopénie, la faute musculaire en vieillissant. Je veux moins de sel, donc les recommandations de la Fondation des maladies du cœur, c'est en bas de 700 mg. Moi, je suis plus sévère, en bas de 600 mg de sodium. 4 grammes et plus de fibres par portion. Et moi, je fais toujours des repas qui conviennent aux personnes diabétiques. Donc, une personne diabétique, normalement, c'est 60 grammes de glucides par repas et 15 grammes aux collations. Moi, je suis plus sévère. Moi, c'est 45 grammes de glucides par repas et 45 grammes de glucides par repas là, pour mieux gérer la glycémie. Au niveau des collations maintenant, bien là, au niveau des collations, on veut en bas de 10 grammes de gras, idéalement 15 grammes de glucides. Des fois, ça peut monter à 30. Ça dépend aussi si vous êtes un sportif, pas sportif, sédentaire, on personnalise bien sûr.
plus de 3 grammes de fibres. On veut des protéines aux collations aussi. Puis, bien, on ne veut pas trop de sel parce qu'on sait le sodium, ça va contribuer à notre apport en sodium total pour la journée. Là, ce qui s'en vient, c'est un tableau sur le devant des emballages. Là, vous allez voir ça, vous allez dire, hé, là, ça, là, c'est jusqu'en 2026 parce qu'il y a encore un délai de 2 ans, ça devait être là. Mais vous commencez à le voir. On comprend que l'industrie n'a aucun intérêt de mettre ça sur le top de leur emballage. Quand un produit est riche en gras saturés, en sucre et en sel, il va avoir un genre d'avertissement, comme sur un paquet de cigarettes, là. Je veux dire, ce produit-là peut causer le cancer du poumon. Ça va être écrit « Attention, ce produit-là est riche en sel, en sucre ou en tout. » Et ça, moi, j'aime ça parce qu'encore une fois, on décide super vite. Fait que là, si on voit ça, on dit, oh, peut-être prendre un produit à côté qui n'a pas ce flag-là sur le devant de l'emballage. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça force l'industrie à améliorer leurs produits. Parce que moi, si j'ai un produit qui a ça sur tous mes produits, puis que je suis une grande multinationale, je sais que mes ventes vont baisser. Fait que là, il dit, OK, là, on va se forcer. Puis c'est pour ça qu'on a donné un délai d'application pour améliorer mes formulations, réduire mes gras saturés, réduire mon sel. Ça peut faire toute la différence. Donc, le symbole, on l'a vu, on a jusqu'au 1er janvier 2026. Hey, c'est loin, hein? Pour mettre en pratique, mais vous allez le voir de plus en plus. Moi, c'est dans mon avantage parce que je me dis, j'ai hâte que ça arrive parce que c'est ça que mes produits vont se démarquer de ce côté-là. Faites attention aux allégations. Des fois, on voit sur le produit sans cholestérol. Mais oui, des chips, il n'y en a jamais eu de cholestérol. Fait que, il ne faut pas se laisser berner par ce qu'on voit là. Faut être vraiment un œil averti puis aller voir au-delà des allégations. Il y a 2 types d'allégations, nutritionnelles et de santé. Nutritionnelles, c'est les allégations, comme j'ai dit, c'est une source de fibres. C'est une bonne source de fibres. C'est une source élevée de fibres. Ça, c'est des allégations nutritionnelles. Sans sodium, tout ça est réglementé. Quand vous voyez ça, c'est régi par la loi des aliments et drogues. Et là, par exemple, si je vois sans sodium, c'est 5 mg et moins de sodium par portion. Si je vois faible teneur en sodium ou faible en sodium, c'est 140 mg et moins de sodium par portion. Fait que ça me parle. Si je vois sans sodium ajouté, bien là, on sait qu'il n'y a pas de sel ajouté, mais qu'il peut avoir du sodium naturellement présent dans certains aliments. Donc, en très faible quantité. Et ça, je pourrais vous le dire pour tout, sans sucre ajouté, 25 moins de sucre, léger, tout ça, c'est réglementé. Fait que j'aurais pu vous présenter, là, genre 50 diapos sur les allégations. Fait que là, j'ai choisi, bon, le sel, les fibres. Si on voit source de fibres, c'est 2 grammes et plus. Bonne source, 4 grammes et plus. Source très élevée ou excellente source, 6 grammes et plus par portion. Fait que beaucoup d'entreprises vont mettre ça sur le devant des emballages. Ça fait en sorte que le produit se distingue. En général, source, c'est 5 de l'apport quotidien recommandé. Une bonne source, c'est 15 et plus, sauf dans le cas de la vitamine C, c'est 30 et plus. Source très élevée, ça veut dire que c'est 25 et plus de l'apport quotidien recommandé. Fait que si je vois source très élevée d'une vitamine, bien là, je me dis, oh, ça peut être intéressant pour moi parce que j'ai au moins 25 donc le quart de mes besoins rencontrés par la portion de consommation. Il y a aussi toutes les allégations de santé ou fonctionnelles. La vitamine D contribue à la formation des os et des dents solides. Maintenant, on pourrait dire tellement plus sur la vitamine D. Ça fait longtemps, les allégations ont été souvent mises de l'avant en 2005, 2010. Il y a eu beaucoup de nouvelles littératures, puis je pense qu'on pourrait dire beaucoup plus sur les fonctions, notamment de la vitamine D en lien avec la prévention du cancer, en lien avec le système immunitaire notamment. Je pense qu'Éric disait hier que la vitamine D peut diminuer de 25 le risque de cancer du côlon et du sein. Oui, 27. 27.
27 c'est tellement significatif. Et il y a toutes les allégations en lien avec les maladies, les fibres d'avoine contribuent à baisser le cholestérol. C'est juste très long, c'est rare. Je vois très peu d'industries qui le font parce qu'on a juste un petit espace, là, je pense à mes infusions ici. Je n'ai pas grand place pour mettre des messages. Là. Juste de mettre tout ce que Santé Canada me demande, ça occupe presque tout l'espace. Fait qu'on est un peu limité. Tu sais, on sait que les fibres bêta-glucane de l'avoine peuvent aider à réduire le cholestérol. Ça, c'est permis de dire ça. Je pense que Quaker le fait d'ailleurs sur leur emballage de gruau. Mais il y a d'autres allégations. Des fois, il y a des propres symboles qui viennent de l'industrie, qui viennent des grandes multinationales qui vont mettre des symboles comme choix santé ou choix sensé, mais ce n'est pas régi, ces logos-là. Puis il faut être prudent parce que c'est mis en place par l'industrie alimentaire et non pas par un tiers. Là, si j'y vais un petit peu vers des attrapes, tu sais, des attrapes en épicerie. Mettons ici, j'ai une limonade sans sucre. Fait que là, je me dis, oh boy, c'est bon ça, il n'y a pas de sucre. Là. Moi, acheter ça, il n'y a pas de sucre, pas de calories. Là, je regarde mes ingrédients. OK, j'ai de l'aspartame, acésulfame, potassium, puis du diméthylsiloxane, c'est un anti-mousse. Un additif qu'on ne veut pas nécessairement. Donc, c'est vraiment pas un bon produit. Mais d'emblée, si moi, je ne suis pas habituée de lire les étiquettes, ça se peut que j'aurais pris ce produit-là. Là, ici, j'ai un bacon qui est réduit en sel. On sait qu'il y a beaucoup de sel dans le bacon. Fait que là, on dit, OK, j'ai 230 mg pour 2 tranches. Pas si pire. C'est 10 de l'apport maximal qui est 2300. Mais on va voir beaucoup d'allégations ne contient pas de nitrites. Non, mais contient des nitrates. Puis ça, je le mets sur le bacon, mais je pourrais le mettre sur toutes sortes de jambons. Les nitrites se transforment en nitrosamine. Hein? C'est cancérigène. Les nitrates aussi sont cancérigènes. Et là, on est déjà dans la 3e phase de culture qui sont extraits, pas tous les nitrates. Il y a des nitrates dans les betteraves, puis c'est bon, puis on l'utilise notamment chez les sportifs, puis ça améliore les performances sportives. L'extrait de céleri de culture, en fait, c'est ça. C'est un produit qui contient des nitrates, mais qui serait aussi potentiellement cancérigène. Fait que maintenant, on est vraiment dans les charcuteries, dans la phase 3 de développement, où on met de l'avant des extraits de fruits qui ont des propriétés de conserver le produit et la couleur sans nitrite, sans nitrate. Fait qu'on est déjà dans la 3e vague. Évidemment, ça demande beaucoup, beaucoup de recherche. Ça, c'est pas si pire, les pâtes Smart, mais les grains entiers, là, dans toutes les études, ont beaucoup plus de bienfaits dans toutes les études populationnelles, notamment, ont plus de bienfaits qu'une pâte blanche bonifiée en un certain type de fibre. L'amidon de blé résistant, c'est une nouvelle fibre qu'on utilise. Oui, ça fait monter les fibres à 6 grammes, donc excellente source de fibres, mais ça n'a pas tous les bienfaits, notamment sur la satiété par rapport à un grain entier. Donc, mais c'est mieux. C'est quand même mieux qu'une pâte blanche, mais ce n'est pas 100% aussi bien qu'un grain entier. Ici, j'ai du beurre d'arachide léger. Là, on dit, OK, léger, oui, mais souvent, on se rend compte que les produits légers sont plus sucrés. Fait qu'il faut être vigilant. Léger en gras, mais plus sucré. Fait qu'est-ce qu'on est gagnant? Pas vraiment. Le beurre d'arachide, l'arachide en soi, c'est du bon gras, là. Ici, ben, des céréales, on dit, oh, grains entiers, source de vitamines et minéraux. Bon, on comprend que je ne comprends pas qu'ils mettent ça sur le devant d'une céréale qui est sucrée, qui a 16 grammes de sucre. 16 grammes de sucre, c'est 4 carrés de sucre. Puis là, tu te dis, ah, c'est fait de grains entiers. Oui, mais le premier ingrédient, c'est garniture à saveur de chocolat, donc c'est sucre. Puis après ça, c'est huile de palme. Oui, j'ai de la farine d'avoine entière, mais regardez comment elle est loin. Fait que moi, que ce soit une source de 8 vitamines, on s'en fout, là. Je mange du sucre et de l'huile de palme. Fait que c'est vraiment pas intéressant. Ici, bio, ça aussi bio. Ben oui, biologique, j'y crois, mais
c'est pas parce que c'est bio que c'est santé. Fait qu'il faut toujours aller plus loin que l'appellation biologique. Encore là, j'ai mon sucre en premier. C'est sûr que c'est du sucre de canne, mais c'est quand même en premier avec du sirop de canne après. Fait que je suis encore en tête de liste. Puis j'ai aussi de l'huile de palme. Donc, oui, j'ai comme un Pop-Tart peut-être plus santé que l'autre, mais je reste avec un Pop-Tart qui m'apporte 3 carrés de sucre. Puis bon, fait que, on s'entend que c'est-tu un colorant naturel ici? Oui, ça, j'aime mieux ça. Poudre de betterave rouge. Donc, au moins, on a un colorant naturel. C'est sûr que c'est mieux qu'un Pop-Tart, mais c'est pas, ça reste pas un bon choix. Il y a énormément de fausses viandes, faux fromages qui sont arrivés sur le marché. C'est la grosse tendance. On veut végétaliser son assiette. On fait un peu fausse route parce qu'on transforme de plus en plus ces produits-là. Ils sont souvent plus salés, ils ont plus d'additifs. Soyez vigilants quand vous choisissez des produits véganes ou végétariens. Gardez le même réflexe d'aller voir le sel et la liste d'ingrédients. C'est pas parce que c'est végétarien que c'est plus santé. Ici, j'ai une chip de légumes, puis ça, en tout cas, dans le temps, mes clients me disaient « Oh, je vais consommer mes légumes comme ça. » Pas vraiment, mais surtout, par rapport à un chip, tu sais, je vous disais un chip 50 grammes, 250 calories, mais c'est surtout que j'ai plus de sel. Puis, dans ma liste d'ingrédients, bon, est-ce que ça vaut un légume? Non, ça ne vaut pas un légume. Fait que c'est pas vraiment un meilleur choix. Ici, bien, quand je regarde les substituts de yogourt aussi, souvent c'est à base de coco, c'est saturé, c'est quand même controversé, le yogourt, le coco, le beurre de coco. C'est sûr que ça ne fait pas grimper le cholestérol comme d'autres types de gras saturés. Mais Harvard a quand même émis un avis contre l'utilisation de coco. C'est pas de l'huile d'olive là, pour votre cholestérolémie. Fait que c'est sûr que les gras saturés, 4 au lieu de 2, bon, à considérer. Puis après ça, ben, d'aller voir toujours dans le yogourt. Moi, j'aime bien des yogourts aussi avec probiotiques. J'aime bien des yogourts avec davantage de protéines. Fait qu'on voit ici, j'ai 10 grammes de protéines. Ici, j'ai 1 gramme de protéines. Toutes les boissons végétales, regardez vos listes d'ingrédients. Il y en a plein qui sont ultra transformés. C'est-tu vraiment mieux que le lait? À vous de voir. Parce que, bon, tu sais, il y a du lait A2 aussi. Il y a toutes sortes de nouveaux laits sur le marché, plus protéinés, moins sucrés, etc. Quand on a 18 grammes de protéines par tasse, ça commence à être intéressant versus un lait d'avoine à 1 gramme de protéines. Mais ça dépend de votre alimentation. Si vous consommez déjà full protéines, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes déjà limite dans vos protéines puis que vous prenez une boisson d'amande ou d'avoine à 1 gramme de protéines pour une tasse, vous avez l'option d'avoir un verre de lait à 18 grammes ou 16 grammes. Vous avez l'option d'avoir un skyr qui a 16 grammes de protéines. Bien, ça reste des options intéressantes. En général, les produits sans gluten, en général, parce qu'il y a vraiment des belles compagnies aussi. Je pense à Gogo Quinoa. J'ai mon ami qui a la compagnie Lulubelle, etc., qui travaille avec des bons ingrédients, des bonnes farines, cuisine l'angélique. Mais en général, quand on regarde les ingrédients, mouton de maïs, farine de riz, huile de palme, c'est vraiment des moins belles listes d'ingrédients, puis l'indice glycémique est beaucoup plus élevé. Avant, quand vous étiez cœliaque, vous n'aviez que très peu de choix, il y a 20 ans, mettons. Là, je dis, oh mon Dieu. Puis maintenant, on a le choix. Et on a plein de choix, fait qu'on peut se permettre d'être sélectif. Si on compare maintenant des étiquettes dans les fruits et légumes, ce qu'on veut, je pense aux compotes ici. Idéalement, la pomme, hein, c'est vraiment mieux que la compote transformée, puis la compote est mieux que le jus. Bien là, vous regardez ici la quantité ici originale, non sucrée. Mais là, je n'ai pas sans sucre. Puis si je voyais la mention sans sucre, ça me dirait, ah, il y a peut-être de l'aspartame. C'est non sucré. Non sucré, ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre ni d'édulcorant. Donc, j'ai 10 grammes de sucre qui vient naturellement de la pomme versus à côté 22 grammes pour la même portion de 150 ml. Fait que là, je coupe mon sucre de moitié. Au niveau des produits céréaliers, ce qu'on veut, plus de protéines, plus de fibres. Donc, dans mes céréales à déjeuner, moi, mon critère de choix dans le sucre, c'est en bas de 5 grammes de sucre. Vous allez voir dans le choix des céréales à déjeuner, là, vous avez à peu près 100 sortes de céréales.
Il y en a à peu près 3 qui passent le test. Il y a shredded wheat, parce qu'il y a 2 ingrédients, je pense. Non, un ingrédient, blé à grains entiers. Ça, c'est une des sortes. Sinon, gruyot nature, moi j'adore le gruyot nature, juste avoine, flocon d'avoine, vous pouvez vous faire des gruyos overnight avec ça, c'est extraordinaire. Mais s'il y a des fruits dans les céréales de type muesli, bien là, on peut aller jusqu'à 8 grammes, 10 grammes de sucre parce qu'on a le sucre du fruit. Mais sinon, les céréales le moins sucrées possible. On veut des fibres, on veut 4 grammes de fibres. Mais si vous prenez genre des Cheerios, c'est super pour le sucre, mais il manque de fibres. Bien là, ce n'est pas un problème. Vous pouvez dire, ah, mais je vais mettre la graine de chia dedans ou je vais mettre mes bleuets dedans. Fait que ça va faire que je rajoute des fibres, je vais rajouter de la graine de lin ou je vais rajouter de la graine de chanvre. Je viens bonifier en fibres. Fait que je booste ma céréale en fibres. Fait que je vous dirais, le premier critère, les céréales, c'est le sucre. Le moins de sucre possible. Dans les craquelins, moi, j'aime bien à chaque fois, je dis à mes clients, bien là, vous allez prendre des Cavlis, des Rivita. On dit pas mangeable, ça goûte le carton. Vous les connaissez, c'est genre gaufrettes de seigle, là. Oui, c'est très sec. Moi, j'aime ça, là. Moi, j'ai toujours aimé ça. Mais si, mettons, on va plus dans le plaisir. Les craquelins, là, des craquelins super santé. Il y a des craquelins très haut de gamme, là, mais qui se vendent très cher. Mais mettons qu'on reste dans le abordable. Regardez mes triscuits. Blé à grains entiers, huile végétale, sel de mer. Vous avez des triscuits, faible teneur en sodium. Encore mieux. Fait que ça, c'est super. 4 craquelins ici, 2 grammes de fibres, source de fibres, 13 grammes de glucides, moins mon 2. Fait que je suis à 11 grammes de glucides net. Si je suis diabétique, ça peut convenir pour une collation, mais 4 craquelins d'humus, par exemple. Versus mes mains aux légumes ici, où là, j'ai un signe en haut. Je ne vois pas c'est quoi, mais en tout cas, j'ai un signe en haut. Mais là, regardez ici, qui donne, dire, ça a l'air santé. Farine de blé, deuxième ingrédient, shortening. Après ça, j'ai du sucre, glucose, fructose, phosphate, voilà. Fait que, tu sais, c'est comme moins intéressant. Je fais juste regarder ma liste d'ingrédients, puis je dis, OK, là, je suis ailleurs. Puis quand je m'en vais dans mon tableau de valeur nutritive, bien là, regardez mon sodium. 290 mg versus 110. Ma liste dit tout. Je sais qu'il va être plus santé, mais ça se reflète aussi dans le tableau de valeur nutritive. De 290 à 110. Après ça, je regarde, bon, mon gras, 7 à 2,5. Mes gras saturés, 1,5 à 0,2. Mes fibres, 1 gramme à 2 grammes. Mes protéines. Fait que là, j'ai 2 fois plus de fibres, 2 fois plus de protéines dans mon triscuit, presque 3 fois moins de sodium. On s'entend que c'est vraiment un meilleur produit. Puis en glucides nets, j'ai 11 grammes au lieu de 18. Au niveau des barres tendres, bien là, au niveau des barres tendres, c'est très compliqué aussi. Fait que moi, j'aime bien regarder le sucre. 7 grammes, ici, j'ai 5 grammes. Fait que ça rend... Le 5,4, là, c'est pas mal dans mes critères ici de barres tendres. Mais là, il faut toujours regarder, est-ce que j'ai la même portion de comparaison? Comme une barre de 40 grammes, une barre de 35. OK, ça se ressemble. Des fois, j'ai des barres qui ont 20 grammes. C'est des petites barres. Fait que je ne peux pas les comparer. Il faudrait que je prenne 2 barres pour une. Fait que là, je me dis, OK, ça, je peux le comparer. En termes de sodium, 140 pour 140, ça a de l'allure. J'ai une grosse différence en termes de gras. Mais là, je vais m'attarder sur les gras saturés parce que c'est vraiment ça qui influence. 2,5, 2 grammes. Fait que oui, le Kynd, on voit que j'ai beaucoup de gras versus 8, le double. Mais mon premier ingrédient, c'est amandes et noix de cachou, puis après, c'est arachide. Fait que je le sais que j'ai plus de gras parce que ça vient des noix, mais j'ai moins de sucre. Fait que, tu sais, ça reste un produit, puis j'ai aussi plus de protéines, 6 grammes au lieu de 4. Fait que ça serait mon choix. Mais ça, c'est plus complexe parce qu'il faut décortiquer un petit peu plus. Le yogourt, je vous en ai parlé. J'aime beaucoup les skills, les yogourts islandais. Parce que, regardez, j'ai 17 grammes de protéines. Les yogourts grecs, c'est très bien aussi. À chaque yogourt, ça dépend de vous. Si vous avez un côlon irritable, un yogourt Activia, il y a une bifidobactérie lactis qui accélère le transit intestinal notamment. Ça peut être intéressant, Activia. Si je mange peu de protéines, bien, je vais aller plus vers ce type de yogourt-là.
Si j'ai un système immunitaire fragile, ben on a des produits d'actifs. On peut prendre des suppléments de probiotiques aussi, mais côté probiotiques en tablette, on a le kéfir. Prenez le kéfir effervescent parce qu'il est beaucoup plus concentré en micro-organismes actifs. Fait que ça peut faire une différence. Sinon, ben, des produits comme Danactiv. Ici, j'ai 2 yogourts à boire. Encore une fois, je regarde la même portion, presque 188 ml. Mais là, ici, n'oubliez pas que la bouteille fait 900 ml. Là. C'est important de prendre la portion de référence qu'on veut comparer des pommes avec des pommes. 5 grammes de protéines, 6 grammes de protéines. Ça, c'est un produit qui se ressemble plus. Mais allons voir le sucre. 19 grammes à gauche, 11 grammes ici. Et je l'ai ramené sur 200 ml, puis ça fait quand même moins de sucre. Les deux ont de la vitamine D, qui est quand même un plus. Ce n'est pas tous les yogourts qui sont faits avec du lait enrichi en vitamine D. Du point de vue des légumineuses en conserve, quand même économique, ici, j'ai un produit sans sel ajouté, je suis à 0, alors qu'à droite, j'ai un produit qui a 420 mg de sodium. Fait qu'il y a une grosse différence. C'est sûr qu'on les rince, qu'il y a une partie du sodium qui s'en va, mais le produit trempe dans un bain de sel pendant un bout de temps, fait que ça peut faire une énorme différence. Et donc, c'est quand même à considérer. Ici, bon, ce n'est pas la même portion, là, je m'en rends compte, elle est plus petite, mais je reste quand même à 0 mg de sodium. Ça, c'est des galettes. Souvent, bon, ce pas des produits qui sont si intéressants que ça, mais juste vous montrer la portion de référence. Si je suis à l'épicerie puis je compare les deux, bien là, je vais dire, ce produit-là peut me tenter, ça se ressemble, 190, 180 calories. Mettons, je regarde juste les calories, tu sais. Mais allons voir, c'est pour une galette de 78 grammes, alors que l'autre, c'est 142. Pour mon 142, j'ai 24 grammes de protéines et dans l'autre cas, j'ai 9 grammes de protéines. Je vous ai dit tantôt que ça prend un repas de 20 à 30 grammes de protéines. On s'entend dessus qu'à 142 grammes, 340 mg de sodium, je suis en bas de mon 15. Dans l'autre, je suis à 18, mais ça me prend presque 2 galettes pour équivaloir la portion ici. Fait que la portion, là, elle est vraiment importante d'aller voir notre portion de référence. Ici, quels sont vos préférés? Bien, moi, sans aller voir le tableau, je dirais, je vais regarder ma liste d'ingrédients. Pommes de terre, huile végétale, sel marin. Et versus l'autre, farine de maïs, amidon de maïs, farine de riz, maltodextrine, monodiglycéride. OK. Fait que je vais aller vers mon Miss Vicky, sont toutes similaires, là. Pas compliqué, c'est 250 à 270 calories pour 50 grammes, qui fait à peu près 30 croustilles. Et c'est toujours à peu près un 16 grammes de gras, là. C'est l'équivalent de 4 carrés de beurre dans ce contenant-là, dans cette portion-là. Puis à peu près l'équivalent de 2 tranches de pain en termes de glucides. Dans le popcorn, je n'ai pas trouvé de popcorn sans huile de palme. La meilleure façon, c'est de prendre les grains de maïs et de les faire éclater soi-même. Parce que oui, j'ai 10 grammes de moins de gras, c'est en prenant mon complément. Ça fait une bonne différence. Le maïs reste riche en fibres. J'ai 4 à 5 grammes de fibres dans mes portions. Mais dans la liste d'ingrédients, maïs, huile de palme, toujours. Si vous en trouvez sans huile de palme, merci de me laisser savoir. Sinon, ben, on achète vraiment les grains. Il y a une application que j'aime beaucoup, Yuka, qui est une application française, mais il suffit de scanner le code du produit qu'on achète à l'épicerie, ça donne une note. C'est une application indépendante de l'industrie alimentaire. Fait qu'il n'y a aucun lobbying là-dedans. C'est un comité qui analyse la valeur nutritive du produit. C'est sûr que si le produit n'est pas biologique, on perd 10 points d'emblée. Fait que c'est sûr que le note sur 100, il peut avoir un super produit qui a 90 parce qu'il n'est pas bio. Donc, bon, ça peut être justifiable. Donc, 90, c'est excellent. Ça vous permet rapidement de faire le point sur les produits. Donc, valeur nutritive, sucre, additifs, colorants, tout est interprété.
Fait que c'est vraiment intéressant. Puis c'est une application aussi pour les cosmétiques. Et ça, c'est vraiment le fun d'aller voir dans les cosmétiques qu'est-ce qu'on a. En Europe, vous avez le Nutri-Score qui a été développé par Serge Herbert, qui est un épidémiologiste qui est très, très connu en Europe. Et on voit ça sur le devant des emballages. Lui, il l'a créé en France, mais c'est dans 7 pays de la communauté européenne maintenant. Et c'est un petit peu comme le logo que je vous ai présenté tantôt. Genre, A, c'est un excellent choix, c'est vert. B, c'est un bon choix. C, c'est correct, mais il y a des petits bémols. Puis plus on s'en va vers le E, plus c'est un mauvais choix. Et Dr. Herbert, que j'ai reçu dans un Facebook Live, a vraiment fait des études à savoir est-ce que ça influence vraiment les habitudes alimentaires des consommateurs d'avoir un logo comme ça sur le devant des emballages. Et ça a un impact, ça a un effet là, qui est très significatif. Une personne qui prend un produit E va le remettre et va essayer de trouver un produit alternatif. Fait que c'est vraiment intéressant, le Nutri-Score. Moi, personnellement, je trouve que ça aurait été le fun d'avoir ça aussi sur nos produits. C'est sûr qu'on va avoir un affichage avec, oui, teneur élevée en gras, en sucre et tout ça, mais je trouve que de savoir si je prends un produit qui est D ou qui est B, ça peut être quand même intéressant.